Il a fait du 14 juillet notre fête nationale. Il a instauré l'école laïque, gratuite et obligatoire pour tous. Mais on lui doit aussi l'hymne de la Marseillaise. Lui, c'est Jules Grévy, un enfant du Jura dont nous célébrons cette année le bicentenaire de la naissance. Jules Grévy est né en 1807 à Mont-sous-Vaudrey. Avocat, député, président de l'Assemblée nationale et enfin président de la République, ce Jurassien a gravi toutes les marches du pouvoir. Aujourd'hui, à l'heure du bicentenaire de sa naissance, que reste-t-il de Jules Grévy, l'humaniste, le premier président républicain? Eh bien, pour le découvrir, nous irons à Mont-sous-Vaudrey, son village natal qui s'est mobilisé pour cet anniversaire. Mais d'abord, nous allons évoquer le parcours politique de Jules Grévy et son ascension spectaculaire. Et pour ça, rendez-vous à Paris, dans des lieux emblématiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous sommes dans la cour du palais de l'Élysée. La demeure des présidents de la République nous ouvre exceptionnellement ses portes, car c'est ici, Vincent Petit, que va résider Jules Grévy. Qui aurait pu imaginer un tel parcours? Effectivement, qui l'eût cru, le fils d'un paysan jurassien, avocat, député du Jura, président de l'Assemblée nationale et enfin élu président de la République en janvier 1879. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition politique dès le début? De l'ambition, oui, mais surtout des convictions profondes, des convictions républicaines extrêmement fortes qui finiront par triompher avec lui au XIXe siècle. D'ailleurs, c'est le premier président républicain de la République. Oui, il faut bien expliquer la nuance. Effectivement, c'est une spécificité de notre histoire nationale. Il faut bien comprendre que la République a eu énormément de difficultés pour s'installer. Il y a la première République sous la Révolution française. Il y a la deuxième République en 1848, où le président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, est élu au suffrage universel direct. Et 3 ans plus tard, le 2 décembre 1851, il fait un coup d'État, ce qui explique la répulsion très profonde des républicains comme Grévy a donné trop d'importance et trop de pouvoir au président de la République. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il va changer? Beaucoup de choses. Ces gouvernements ont institué donc l'école gratuite, laïque et obligatoire, le service militaire, le 14 juillet, le drapeau tricolore et toute une série de réformes qui vont modifier en profondeur la France. Et paradoxalement, il va affaiblir le pouvoir du président de la République. Effectivement, vu les souvenirs de Louis-Napoléon Bonaparte, les républicains comme Grévy veulent que le président de la République exerce une fonction surtout morale et ait un rôle politique assez réduit. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et il a fallu donc le général de Gaulle 1958 pour que la tradition républicaine instaurée par Grévy prenne fin et que le président de la République joue à nouveau un rôle extrêmement fort dans la vie politique française. Aujourd'hui, on parle très peu de Jules Grévy. Est-ce que c'est à cause de ça, justement? Oui, puis c'était quelqu'un, somme toute, de très modeste, qui s'effaçait derrière sa fonction et derrière la haute idée qu'il se faisait de la République. Alors finalement, quel regard portez-vous en tant qu'historien sur son parcours? Disons un regard ambigu, c'est-à-dire à titre personnel, c'est quelqu'un de très respectable, qui était un bourreau de travail, quelqu'un de convaincu par ses idées, mais qui effectivement a installé peut-être une république un peu trop faible et qui malheureusement en 1940 s'effondrera relativement vite. Et pourtant il nous a laissé de beaux symboles. Effectivement, et la politique c'est aussi cela, et la vie d'une nation elle est d'abord et surtout constituée de symboles. L'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans les campagnes, entendez-vous
Panthéon, nous y sommes. Lorsque Jules Grévy accède à la présidence de la République, le Panthéon est déjà un lieu de mémoire pour les grands hommes. Oui, mais à l'origine, c'est une église dédiée à Sainte-Geneviève, patronne de Paris, et voulue par Louis XV au XVIIIe siècle. Et c'est seulement en 1791, au moment de la Révolution française, que, pour la première fois, le Panthéon va devenir ce mémorial dédié aux grands hommes. À l'époque, la Tour Eiffel n'existe pas, donc c'est un monument très important, le Panthéon. Effectivement, le Sacré-Cœur non plus n'a pas été construit, donc ça veut dire que le Panthéon occupe une place monumentale plus importante qu'aujourd'hui. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, Jules Grévy n'est pas enterré ici, mais il est très fortement lié à ce lieu. Oui, parce que c'est en 1885, donc lors de son septennat, que le Panthéon, avec l'inhumation de Victor Hugo, devient le Panthéon que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire la nécropole française par excellence. On évoque souvent cette inhumation comme un événement incroyable. Les funérailles de Victor Hugo en 1885 sont un des événements débordants d'enthousiasme et de liesse populaire tels qu'on en a rarement connu à Paris. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y avait un aspect à la fois festif très très fort, une liesse de l'alcool et d'autres choses peu racontables. Et puis il y avait aussi un mélange de sacré, de religieux dans ce personnage qui était Victor Hugo. Que représente cette idée de panthéon voulu par Jules Grévy? Je crois qu'il faut lier ça à l'identité, à l'idéologie républicaine de la Troisième République. On a vu l'école gratuite, laïque et obligatoire, on a vu le drapeau tricolore, liberté, égalité, fraternité. Et je pense que le culte que donne la République aux grands hommes faisait partie des valeurs républicaines telles qu'on les apprenait par exemple à l'école primaire. Et d'autres grands hommes. Et d'autres grands hommes comme aux côtés de Victor Hugo, Voltaire. Et puis pour citer des plus récents, on peut parler de Jean Moulin, de Marie Curie, puisqu'il n'y a pas que des hommes. Un monument à la fois gothique, byzantin et classique, le Panthéon est aussi colossal qu'éclectique. Sa chapelle souterraine, la crypte, couvre toute la surface de l'édifice et abrite les tombeaux de plus de 70 personnages, depuis Voltaire en 1791 jusqu'à Alexandre Dumas en 2002, en passant bien sûr par Victor Hugo. La mémoire de Jules Grévy n'est pas au Panthéon, mais bien à Mont-sous-Vaudrey, son village natal du Jura. Ici, la célébration du bicentenaire prend des allures de grande fête populaire. 2 siècles plus tard, Jules Grévy peut compter sur la fierté et la mobilisation de tout un village. Direction la mairie de Mont-sous-Vaudrey. Aujourd'hui à Mont-sous-Vaudrey, on célèbre le 14 juillet et ce tableau, Germaine Oudot, il représente le tout premier 14 juillet en tant que fête nationale. Tout à fait, parce que c'est Jules Grévy, président de la République, qui a instauré le 14 juillet, fête nationale. Alors on le voit là, c'est le premier 14 juillet et ça se passe à l'hippodrome de Longchamp. Ce tableau, il est d'époque. Ah oui, tout à fait, 1880. Donc vous voyez là, Jules Grévy, là vous avez les membres du gouvernement. Et puis la foule, le drapeau tricolore que vous portez fort bien d'ailleurs. Voilà, puisqu'on a voulu honorer les 3 couleurs, puisque à ce moment-là aussi est adopté définitivement le drapeau tricolore ainsi que la Marseillaise. Vous sentez que le pays est vraiment fier d'avoir eu... On est très fiers. Je suis habitante de Mont-sous-Vaudrey, une vieille famille depuis le XVIe siècle. Mon grand-père paternel était contemporain de Jules Grévy et mon père nous a bercés par les histoires liées à Jules Grévy. D'ailleurs, je crois qu'ici, on vous appelle Madame Jules. Eh oui. Madame Jules ou Madame Grévy, enfin voilà. Voilà, mais on est fiers d'avoir un président de la République, le seul président de la République franc-comtois. Donc aujourd'hui, c'est la fête pour toute la région, pour toute la Franche-Comté. Chaque matin, nous allons écrire au tableau
une maxime, une morale, et ensuite je vous poserai des questions sur le sens de cette maxime, de cette morale. Donc involontaire, pour aller au tableau et lire cette morale, cette maxime, Émilie. Alors voilà à quoi ressemblait une salle de classe sous Jules Grévy. On s'y croirait complètement. Exactement. La réforme de l'école, c'est vraiment une réforme essentielle adoptée sous Jules Grévy. C'est une réforme essentielle parce qu'elle résolvait une aspiration générale, celle d'éduquer, d'enseigner les enfants du peuple. Donc l'éducation pour tous. L'éducation pour tous. Et en plus de cela, il y a une projection vers l'avenir. Car la réforme de Jules Ferry, actuellement, est toujours d'actualité. Donc cette réforme, c'est l'éducation pour tous. L'école devient obligatoire, gratuite et laïque. Alors on peut revenir sur les trois aspects. La gratuité, lors des débats à la Chambre, n'a pas posé de problème réel. On peut imaginer que tout le monde est content. Tout le monde est content. Quelques mauvaises langues qui disent que ce qui est gratuit ne vaut pas ce qui est payant. Bon, on fera avec. L'obligation, déjà, est un peu plus difficile à faire admettre parce que l'obligation rompait avec une tradition, surtout dans le milieu rural. Laisser les enfants libres du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre pour qu'ils puissent vaquer aux travaux des champs. Donc l'école, c'est bien qu'elle soit obligatoire, mais seulement en hiver. Et oui, les parents, là, vont avoir du mal à accepter cela parce qu'ils perdent une main-d'œuvre qui ne leur coûtait pas grand-chose. Ensuite, la laïcité, le troisième point, et là, c'est le point le plus délicat. Parce que cela touche à la croyance, à la morale des gens, et l'école qui se veut laïque, donc, bannit tout ce qui est religieux de ses murs. Le curé enseigne dans son église, le maître d'école enseigne dans son école. Alors qu'est-ce qu'on apprend dans cette école de la République? Alors on apprend les trois matières fondamentales, c'est-à-dire savoir écrire, lire et compter. La base. Ça, c'est la base. Ensuite, cette école se veut morale, je dirais presque moralisatrice, école de la République. Donc il faut que les élèves acquièrent tout ce qui constitue les fondements de cette République. Alors vous avez l'histoire, nos grands hommes, ceux qui ont fait la France, vous avez la géographie qui valorise l'Empire français, et puis vous avez ces fameuses leçons d'instruction civique qui précisent bien ce qu'est la République, et puis enfin, sous-jacent ou disons commune, la morale. Alors qu'est-ce qu'on apprend ? Alors la morale, on apprend la politesse, on apprend à saluer le maître en retirant son béret, on apprend à ne pas gaspiller le pain, on apprend à ne pas dénicher les oiseaux. Vous voyez, on avait déjà le souci de l'environnement. La morale, en fait, visait à remplacer le catéchisme, le respect de l'autre, le respect du prochain. Eh bien, c'est la morale laïque qui va suppléer ce que le catéchisme enseignait. Mais en allant plus loin, toujours avec cette idée de valorisation de la République. Cette réforme, on la doit à Jules Grévy, mais également à un certain Jules Ferry. Voilà, Jules Ferry, qui a été nommé ministre de l'Instruction publique et des Cultes, qui avait pour projet justement de moderniser l'école, de rénover l'école, donc est appelé par Jules Grévy à ce ministère, et donc il va pouvoir mettre en place sa réforme. Une réforme extrêmement moderne, presque révolutionnaire, j'ai envie de dire. Tout à fait, parce que non seulement elle répondait à des impératifs de l'époque, mais aussi elle se projette dans l'avenir. Aujourd'hui encore, la réforme de Jules Ferry n'a pas pris une ride. Qui oserait remettre en cause la gratuité, l'obligation et la laïcité de l'école? Personne. C'est toujours l'école pour tous. Aujourd'hui, mardi 30 septembre 1881, la morale est la suivante. Le peuple qui a les meilleures écoles est le premier peuple. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain. Vous avez bien compris ? Oui, monsieur l'instituteur. Parfait. Lorsqu'il revient sur ses terres, Jules Grévy, le premier président républicain, réside dans son château à l'entrée du village, une demeure qui a vu défiler le tout Paris. Ici, nous sommes dans le parc du château de Jules Grévy. Oui, mais il n'est pas né ici. Il est né à la Grangerie, qui est une autre très belle demeure de Mont-sous-Vaudrey, à l'entrée du village. Ce château, il l'a acquis bien plus tard, qui était une demeure beaucoup plus petite au départ. Et, il y revenait donc en vacances. Il y avait fait installer donc un très vaste étang. C'était le plaisir des vacances, même en étant président de la République, donc à partir de 1879. Eh bien, ses hautes fonctions ne l'empêchaient pas de revenir en vacances à Mont-sous-Vaudrey. Le journal L'Avenir du Jura annonçait la venue du président, parfois accompagné de ministres, Ferry, Fraissinet. Et c'était donc ces vacances, entouré de toute sa famille,
en été, à Pâques ou bien aussi tous les week-ends. Ici, Jules Grévy entretenait des amitiés, et notamment avec votre ancêtre. Oui, Auguste Pointelin. Pointelin était peintre et Grévy achetait de nombreux tableaux pour remettre à ses hôtes prestigieux ou lors de voyages présidentiels à l'étranger. Ils avaient un ami commun et un ami très célèbre. Louis Pasteur, effectivement, entre Arbois et Mont-sous-Vaudrey, 15 km, et dans cette petite région jurassienne, à cette époque-là, il y avait deux grandes personnalités, le grand scientifique et le président de la République. Qu'est-ce qui rassemblait ces deux hommes ? On va parler peut-être déjà de ce qui divise, parce qu'en fait, ils avaient quand même des opinions politiques très, très opposées. Pasteur était quand même conservateur, Grévy républicain, à tel point qu'aux élections sénatoriales de 1876, où Pasteur pensait représenter la science, Grévy a soutenu les candidats bien sûr républicains et Pasteur a été battu à plat de couture. Mais comme ils étaient tous deux franc-comtois, ils ont eu l'occasion de se rencontrer à l'Élysée pour jouer au billard. Et puis surtout, c'est sous la présidence Grévy qu'il y a eu toutes ces lois sur l'hygiène publique, la salubrité, une tentative de rendre obligatoire la vaccination contre la variole. Parce qu'en fait, Grévy et les républicains ont bien compris que Pasteur pouvait faire valoir pour leur politique et puis surtout pour apporter des bienfaits pour le peuple français. Et vraiment, Pasteur et Grévy avaient cet attachement du terroir, cet amour pour le terroir, et malgré leur haute fonction et leur destinée, eh bien, ils revenaient quand même d'une manière immuable dans leur Jura natal. C'est pour ça que Jules a raison. Et tu as dans état qu'il faut signer la paix. C'est un pacifiste. Ouais, on va être un pacifiste. On Alphonse, approchez-vous. Faut pas m'en vouloir. Ah bah non. Si je dis monsieur Jules, c'est peut-être un peu familier à votre goût. Mais je le connais depuis que j'étais petite. Ma mère était déjà au service de son grand-père. Vous dites que le plus difficile dans ce travail d'écriture a été le choix des événements historiques. Pourquoi ? Toujours. Quand on met l'histoire en théâtre, ce qui est toujours difficile, c'est de choisir les événements qu'on va jouer. Alors il faut toujours prendre les temps forts de l'histoire nationale, si possible qui se télescopent avec des temps forts de l'histoire locale. Ici se déroule la première scénette, on est en pleine guerre avec la Prusse. Voilà, on est en pleine guerre franco-prussienne, alors j'ai choisi le 24 janvier 1871, pas par hasard. Figurez-vous que les Prussiens occupent Dole depuis le 21 janvier. Toute la gare est bloquée, tous les habitants ont été trucidés, et ici toute la famille Grévy se met du souci. Parce que Jules Grévy, il ne faut pas oublier qu'il est député du Jura. Il est allé à Tours rencontrer le gouvernement de la Défense nationale pour le persuader de provoquer des élections à l'Assemblée nationale au plus tôt, parce qu'il veut absolument faire la paix. Jules Grévy est un pacifiste. Certains disent même un défaitiste. C'est pas possible. Il suffit, Louise. Ces bavardages sont déplacés. C'est la guerre, enfin, qu'il faut arrêter au plus vite. Ce à quoi Jules s'emploie avec détermination. Madame Pelouse est une femme d'influence. Elle regroupe autour d'elle tous ceux qui veulent la paix, dont Monsieur Thiers, un homme de réputation. Jules et ses amis mettent tout en œuvre pour organiser au plus vite des élections à l'Assemblée nationale. Laissez Jules travailler à la paix. Donc, c'est ici que se joue la deuxième scène et c'est l'affrontement entre les républicains et les notables de Mossoux-Vaudrey. Voilà, le temps fort que j'ai choisi, c'est le mois de mai 1873. Pourquoi ? La République est toujours provisoire. Et donc, Jules Grévy, qui est président de l'Assemblée nationale, il a démissionné. Et Thiers, qui est président de la République, il vient de démissionner. Et on vient d'élire, les royalistes de l'Assemblée viennent d'élire, ils sont majoritaires les royalistes, ils viennent d'élire le maréchal MacMahon. Le maréchal MacMahon, mais un réactionnaire de première, le candidat des royalistes. Alors, mes notables, là, qui sortent de la messe, ils sont réjouis, ils se disent « Chouette, la monarchie est de retour !» Enfin, on peut être un maréchal vaincu et un bon défenseur de l'ordre social. Et puis, avec MacMahon, nous sommes sûrs que la religion sera défendue et honorée, parce que c'est un fervent catholique. D'autant plus que la défaite était prévisible. 500 000 Prussiens contre 265 000 hommes sur un front de 250 km. Aucun maréchal, aucun général n'aurait pu gagner. En ce sens, notre compatriote Jules Grévy a bien vu juste. Il fallait signer la paix le plus vite possible. Aujourd'hui, c'est la déroute pour notre compatriote. Mais Jules Grévy est malin. Il a senti le vent venir, bien avant son ami Thiers. Vous
n'avez eu aucun écho de sa démission de l'Assemblée? Déjà presque 2 mois. Et nous ne l'avons pas encore revu à Mont-sous-Vaudrey. Auriez-vous une information à ce sujet, Madame Pactet? Alors comment ils réagissent les Républicains? Les Républicains, mais ils sont inquiets. Là, ils sont à l'auberge, ils boivent moult pichets pour se réconforter. Ils se disent, oh là là, mais alors si le roi va revenir, ben c'est pas possible. Et puis alors, il y en a qui disent, oh, bah, Jules Grévy, eh ben, ça m'étonnerait pas qu'ils soient pas si républicains que ça. Alors, il y en a qui se mettent aux... Bah, la preuve, c'est qu'ils viennent s'acheter le château là-bas. Et alors là, ça fait vraiment des histoires. Et il cause peut-être avec nous autres, mais... il habite quand même le château Gaillard qu'il a racheté au vicomte, hein. Il est peut-être républicain, ouais. Ouais. Oui, mais il vit comme un royaliste dans un château. Tu nous tiens en merde, Julot. Oui, tu nous tiens en merde. C'est un emmerdeur et un envieux. Je vois pas pourquoi la République serait moins bien logée qu'un roi. Ouais, bien dit. Ouais, bah ma foi, tant qu'il n'y met pas un drapeau blanc à sa girouette, ça risque pas. T'as-tu pas dit des choses pareilles? Le drapeau blanc à Mont-sous-Vaudrey, tu t'y trompes, Julot. Jules Grévy n'est pas un royaliste, c'est un républicain. Troisième scène sur la place du marché, et là, on apprend que les Républicains ont gagné. Oui, la monarchie n'est pas revenue. On est dans la Troisième République. Elle a été installée en 1875 et à la Chambre des députés, on a enfin une majorité fortement républicaine. Et ils ont élu Jules Grévy, président de la République, le 30 janvier 1879. Alors là, on est au mois de septembre, et c'est la première fois que Jules Grévy revient dans son pays natal en président de la République. Alors, vous pensez, ça cause. T'es bascule pas, hein. Ça y est, c'est bien. L'avenir du Jura du 13 septembre 1879, il raconte tout ce qui s'est passé chez nous depuis le 6 septembre. Ah bah alors raconte. Je vais vous y lire. On est pas C'est qui sait lire maintenant, il paraît. L'avenir du Jura. C'est parti, ça commence. À 5 h du soir, le train arrivait en gare de Montbarret. Ouais. Bah ça on l'a vu. Une foule considérable attendait le président de la République. Et l'a salué par ses cris de Vive la République. Dernière scène, dans le parc du château de Jules Grévy, nous sommes le 13 juillet 1880. Oui, et là, le maître d'école du village est en train de faire répéter une scène aux gens du village. Parce qu'il a pensé que pour célébrer Jules Grévy, que tout le monde attend dans le village, ce serait bien de lui donner une petite représentation théâtrale où on montre les événements du 14 juillet 1789, la nuit du 4 août 1789 sous l'Arbre de la Liberté. Parce qu'en fait, Jules Grévy, il s'est servi de la mythologie de la Révolution 1789 pour les fondements de sa République. D'ailleurs, aujourd'hui, le 14 juillet, notre fête nationale est toujours célébrée. Moi, je sais ce que les gens du banquet vont manger. Et dis-nous. Voilà. Et dis-nous. Allez, la Jeanne, tu montes là-dedans. Allez la Jeanne. Allez la Jeanne. Vas-y. Et maintenant tu nous dis. Allez, vas-y. Dans les hors-d'œuvre, il y aura des perles du Japon. dites donc, vous autres, vous savez ce que c'est, les perles du Japon? Akonini. Bah moi non plus. Elle ne sait même pas ce que c'est.